tous, on se retrouve encore une fois avec Isaac Asimov. Voici Isaac Asimov, le cycle des robots. Nous allons lire le chapitre 3. Nous allons commencer à le lire. Nous allons essayer de le lire correctement déjà, et voir comment ça se passe aujourd'hui. Alors nous en étions restés avec toujours Michael Donovan et Gregory Powell, racontés par le biais de Susan Calvin, qui sont dans un souvenir avec un robot expérimental sur une station minière mercurienne. Et ils ont des problèmes avec le robot vis-à-vis des trois lois, qui prend des décisions un peu bizarres, où il commence à se mettre à tourner en rond, tout ça. Donc il y a encore, on en parlait la dernière fois, cette implication des trois lois et cette explication de comment les trois lois peuvent influencer sur la psychologie des robots. C'est le deuxième chapitre qui parle de ça, en comptant Robbie, la première histoire avec le robot Robbie. Et bien sûr l'interaction, les interactions sociales que cela peut engendrer, les, les rapports sociaux que peuvent avoir les robots et les humains et les machines lors de l'évolution de ces technologies. Voilà, on a abordé un peu tous ces sujets-là dans le premier chapitre et le deuxième chapitre. On se concentre toujours sur ces trois lois. Et du coup, maintenant, on va aborder le troisième chapitre qui s'appelle Raison. Donc on est toujours dans le souvenir de Michael Donovan et Gregory Paul. Je n'ai plus de batterie, ça va être problématique. Donc je fais un petit arrêt, on va reprendre dans deux petites... Ici, rien de bien méchant, la batterie est rechargée. On va pouvoir commencer. Alors, je m'installe comme je peux. C'est parti. Raison. 6 mois plus tard, les deux hommes avaient changé d'avis. Les ardeurs d'un soleil géant avaient cédé la place aux ténèbres ouatées de l'espace, mais les changements survenus dans les conditions extérieures ont peu d'influence sur le contrôle de qualité des robots expérimentaux. Quel que soit le fond du décor, on se trouve face à l'indéchiffrable cerveau positronique, dont les sorciers de la règle à calculer assurent qu'il devrait se comporter de telle et telle manière. Hélas, il n'en fait rien. Poel et Donovan s'en aperçurent moins de 2 semaines après leur arrivée sur la station. Gregory Poel espaça ces mots pour leur donner plus de poids. Il y a 1 semaine qu'on t'a monté, Donovan et moi. Un pli profond se creusa entre ses sourcils, et il tirailla l'extrémité de sa moustache brune. Le plus grand calme régnait au carré des officiers de la station solaire 5, où ne parvenait que le ronronnement très doux du puissant faisceau directeur, loin sous la pièce. Le robot QT1 était assis, immobile. Les plaques brunies composant son corps brillaient sous l'éclat des luxils, et ses cellules photoélectriques d'un rouge éclatant, qui lui servait d'yeux, restaient fixées sur le terrien de l'autre côté de la table. Poel réprima une bouffée d'angoisse. Ces engins possédaient un cerveau spécial qui respectait les trois lois. Une obligation essentielle, tous à l'US Robot, de Robertson lui-même au nouveau balayeur, y tenaient. QT1 offrait donc toute sécurité. Pourtant, les modèles QT étaient les premiers du genre, et ce spécimen le premier de sa gamme, les gribouillages mathématiques sur le papier ne constituant toujours pas la protection la plus rassurante contre le mystère de l'âme robotique. Le robot prit enfin la parole, d'une voix au timbre glacé, inséparable, du diaphragme métallique. Vous vous rendez compte de la gravité d'une telle déclaration, Poël? On t'a fabriqué à partir de quelque chose, mon vieux, fit remarquer Poël. Tu admets que ta mémoire te semble avoir surgi spontanément du néant, où tu étais plongé il y a 1 semaine. Je t'en fournis l'explication. Donovan et moi, on t'a montré à partir des pièces qui nous ont été expédiées. QT, nom tiré de QT, considéra ses longs doigts souples avec une perplexité étrangement humaine. J'ai le net sentiment que mon existence doit s'expliquer de façon plus satisfaisante, car il me semble bien improbable que vous ayez pu me créer. Le terrien laissa échapper un rire brusque. Et pourquoi diable? Appelez cela de l'intuition, je ne vois pas plus loin pour l'instant, mais j'entends édifier une explication rationnelle. Une suite de déductions logiques ne peut aboutir qu'à la détermination de la vérité, et je n'en démordrai pas avant d'y être parvenu. Poël se leva et vint s'asseoir sur le bord de la table, tout près du robot. Il éprouvait soudain une grande sympathie pour cette étrange machine. Elle ne ressemblait en rien aux engins ordinaires qui accomplissaient leurs tâches spécialisées avec toute l'ardeur que leur conférait le profond sillon positronique dont leur cerveau était imprégné.
Il posa la main sur l'épaule d'acier et sentit sous sa paume le contact dur et froid du métal. Cutie, dit-il, je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Tu es le premier robot qui ait jamais manifesté de la curiosité quant à sa propre existence, et le premier, je pense, qui soit assez intelligent pour comprendre le monde extérieur. Suis-moi. Le robot se leva avec souplesse, et ses pieds aux épaisses semelles en caoutchouc mousse ne produisirent aucun bruit lorsqu'il emboîta le pas à Poël. Le terrien pressa un bouton, et un panneau rectangulaire s'ouvrit en coulissant dans la cloison. Le verre épais et parfaitement transparent révéla l'espace parsemé d'étoiles. J'ai déjà vu ce spectacle dans les tourelles d'observation de la chambre des machines, déclara Cutie. Je sais, dit Poël. De quoi s'agit-il, à ton avis? De ce que ça représente, une matière noire qui s'étend à partir de cette vitre et que crible de petits points lumineux, je sais que votre faisceau directeur envoie des trains d'ondes vers quelques-uns de ces points, toujours les mêmes. Je sais aussi que ces points se déplacent et que les ondes se déplacent parallèlement. Voilà tout. Bien. Maintenant, je te prie de m'écouter avec attention. La matière noire, c'est le vide. Un vide immense, infini. Les petits points lumineux sont de gigantesques masses de matière contenant une énergie colossale. Autant de globes dont certains atteignent des millions de kilomètres de diamètre. À titre de comparaison, cette station ne mesure que 1500 mètres. Il ne semble si minuscule qu'en raison des incroyables distances qui les séparent de nous. Les points qui visent nos trains d'ondes énergétiques sont plus proches et beaucoup plus petits. Ils sont froids et durs, et leur surface est peuplée d'êtres humains tels que moi, par milliards. Nous venons d'un de ces mondes, Donovan et moi. Nos faisceaux les fournissent en énergie, puisée dans un des globes incandescentes situés près de nous. Nous l'avons baptisé le Soleil, et il se trouve de l'autre côté de la station où tu peux le voir. Cutie demeurait immobile devant le hublot, telle une statue d'acier. Il ne tourna pas la tête pour répondre. De quel point lumineux spécifique prétendez-vous venir? Le voici, dit Poël, après avoir cherché quelques instants. Celui qui brille d'un éclat particulier dans ce coin. Nous l'appelons la Terre. Il sourit. Cette bonne vieille Terre, elle porte des milliards de mes semblables sur sa surface, Scuti. Et dans 2 semaines environ, on sera parmi eux. Soudain, chose surprenante, le robot se mit à fredonner distraitement. Ce qu'il chantait n'avait pas d'air, mais possédait une certaine résonance, rappelant les cordes pincées. Cette mélopée se termina aussi abruptement qu'elle avait commencé. Mais quelle est ma place dans tout cela, Poël? Vous n'avez pas expliqué mon existence. C'est simple. Quand on a établi ces stations pour alimenter les planètes en énergie, on y a installé des humains pour les gérer, mais la chaleur, les radiations solaires dures et les tempêtes d'électrons rendaient leur poste pénible. On a mis au point des robots pour remplacer la main-d'œuvre humaine, et actuellement il suffit de 2 cadres humains pour faire fonctionner chaque station. On essaie en ce moment de les remplacer, et c'est là que tu interviens. Tu constitues le modèle de robot le plus perfectionné jamais réalisé, et si tu montes tes qualités requises pour diriger cette station de manière autonome, aucun être humain ne devra plus désormais y venir, sauf pour apporter des pièces de rechange. Il leva la main, et le panneau couvre-hublot reprit sa place. Poël revint à sa table et frotta une pomme sur sa manche avant d'y mordre. Les yeux rubis du robot le tenaient sous son regard brûlant. Vous croyez, énonça-t-il, que je peux ajouter foi à une hypothèse aussi extravagante et improbable? Pour qui me prenez-vous? Poël recracha des bouts de pommes sur la table et devint rouge comme une pivoine. Comme ça, bon sang, il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais de faits établis. Des globes pleins d'énergie, larges de millions de kilomètres, dit Cutie sombrement. Des mondes habités de milliards d'êtres humains, le vide infini. Désolé, Poël, mais je n'y crois pas. Je tirerai la chose au clair moi-même. Au revoir. Il fit demi-tour et sortit de la pièce. Passant devant Donovan sur le seuil de la porte, il inclina gravement la tête et s'engagea dans le couloir sans s'inquiéter du regard ahuri qui suivit sa retraite. Mike Donovan ébouriffa sa tignasse rousse et jeta un regard ennuyé à Poël. De quoi parlait ce tas de ferraille ambulant? Que refuse-t-il de croire? L'autre tira sa moustache. C'est un sceptique, répondit-il d'un ton amer. Il ne croit pas que ce soit nous qui l'avons monté de toutes pièces. Il ne croit pas davantage à l'existence de la Terre, de l'espace ou des étoiles. Par Saturne, voilà qu'on a un robot cinglé sur les bras. Il va, selon lui, tirer tout ça au clair. Eh bien, dit Donovan, espérons qu'il condescendra à nous donner des explications lorsqu'il aura trouvé le fin mot de l'histoire,
Puis avec une rage soudaine, si jamais ce taco s'avise de me parler sur ce ton, je lui fais sauter du thorax sa tête au nickel chrome. Il s'assit avec hargne et tira de la poche de sa veste un roman policier. Ce robot me tape sur les nerfs, trop curieux pour son bien. Mike Donovan disparaissait derrière un gigantesque sandwich à la laitue et à la tomate, lorsque Cutie frappa discrètement et entra. Poel est-il là? Donovan répondit d'une voix étouffée, s'interrompant plusieurs fois pour mastiquer. Il recueille des renseignements sur les fonctionnements des courants électriques. Il semble qu'un orage se prépare. Gregory Poel entra alors dans la pièce, les yeux fixés sur un graphique, se laissa choir sur une chaise, déploya la feuille devant lui et entreprit de griffonner des calculs. Donovan regarda par-dessus son épaule, broyant de la laitue entre ses dents et arrosant les alentours de miettes de pain. Le robot attendait en silence. L'autre leva la tête. Le potentiel zeta monte, mais lentement. Cependant, les fonctions de courant sont erratiques et j'ignore à quoi m'attendre. Tiens, bonjour, Cutty. Je pensais que tu dirigeais l'installation de la nouvelle barre de propulsion. J'ai fini, dit le robot tranquillement. Et c'est pourquoi je suis venu m'entretenir avec vous deux. Oh, Poel parut mal à l'aise. Bon, assis-toi. Non, pas cette chaise. L'un des pieds est faible et tu n'as rien d'un poids-plume. Le robot obéit. J'ai pris une décision, dit-il placidement. Donovan roula ses yeux furibonds et mit de côté son reste de sandwich. S'il s'agit encore l'une de ces invraisemblables, son compagnon lui imposa un silence du geste. Continue, Cutie, on t'écoute. J'ai consacré ces 2 jours à une introspection concentrée dont les résultats se sont révélés fort intéressants. J'ai commencé par la seule déduction que je me croyais autorisé à formuler. Je pense, donc je suis. Par Jupiter, gémit Poel, un Descartes robot. C'est qui ce Descartes? S'inquiéta Donovan. Il faut vraiment qu'on reste à écouter les balivernes de ce maniaque en fer-blanc. Tais-toi, Mike. Et une question poursuivit Cutie, imperturbable, s'est aussitôt présentée à mon esprit. Quelle est la cause exacte de mon existence? La mâchoire de Poel s'affaissa. Ne sois pas idiot, je t'ai déjà dit, c'est nous qui t'avons fabriqué. Et si tu ne veux pas nous croire, c'est avec le plus grand plaisir qu'on te réduira en pièces détachées. Le robot écarta ses mains robustes en un geste de protestation. Je n'accepte rien sur votre seule autorité. Une hypothèse est étayée par la raison ou n'a aucune valeur. Et c'est aller à l'encontre de toute logique que de supposer que vous m'ayez fait. Poel posa la main sur ce point soudain noué de Donovan. Et pourquoi donc? Cutie se mit à rire, d'un rire étrangement inhumain. Le son le plus mécanique qui ait fait entendre jusqu'à présent. Une succession de brèves plosives qui s'égrenaient avec une régularité de métronome et la même absence de nuance. Regardez-vous, dit-il enfin. Je m'en voudrais de vous dénigrer, mais regardez-vous. Les matériaux mous et flasques qui vous constituent manquent de force, d'endurance, et ils dépendent pour leur énergie de l'oxydation inefficace de tissus organismes tels ceux-ci. Il pointa un doigt désapprobateur sur ce qui restait du sandwich de Donovan. Vous tombez périodiquement dans le coma, et la moindre variation de température, de pression, d'humidité ou d'intensité de radiation diminue votre efficacité. Bref, vous n'êtes que des pis-salés. Des pis-allés. Moi, par contre, je suis un robot produit fini. J'absorbe directement l'énergie électrique que j'utilise avec un rendement proche de 100%. Je me compose de métal résistant. Je jouis d'une conscience sans éclipse. Et je supporte sans mal des conditions climatiques extrêmes. Tels sont les faits qui, avec le postulat évident qu'aucun être ne peut créer un autre être supérieur à lui-même, réduisent à néant votre stupide hypothèse. Les jurons que Donovan murmurait à part, soit de vers soudain intelligibles, lorsqu'il sauta sur ses pieds, ses sourcils rouillés au ras des yeux. Alors, fils de minerai de fer, si ce n'est pas nous qui t'avons créé, qui est-ce? Cutie inclina gravement la tête. Très juste, Donovan. Voilà bien la seconde question que je me suis posée. De toute évidence, mon créateur doit être bien plus puissant que moi. Par conséquent, il ne restait qu'une possibilité. Devant l'ère interdite des terriens, le robot poursuivit. Quel est le centre des activités de la station? Que servons-nous tous? Qu'est-ce qui absorbe toute notre attention? Il attendit. Donovan tourna un regard ahuri vers son compagnon. Je parie que ce cinglé en fer-blanc parle du convertisseur d'énergie lui-même. C'est ça, Cutie. C'est ça, Cutie demanda Poel avec un sourire narquois. Je parle du maître, répondit l'autre froidement. Donovan éclata d'un rire homérique. Poel ne put retenir quelques hoquets d'hilarité. Cutie s'était levé, et son regard brillant les considéra l'un après l'autre. Le fait est là. Je ne m'étonne pas que vous refusiez de me croire. Vous n'allez pas rester longtemps ici, j'en suis certain. Poel lui-même l'a dit, au début, seuls des hommes servaient le maître, puis les robots ont accompli les travaux courants.
Enfin, je suis venu me chercher des tâches de direction. Tout cela est sans doute exact, mais l'explication pêche par illogisme. Vous voulez connaître la vérité qui se dissimule sous ses apparences? Ne te gêne pas, Cutie, tu es amusant. Le maître a d'abord créé les humains, catégorie la plus facile à réaliser. Peu à peu, il les a remplacés par des robots de niveau supérieur. Enfin, il m'a créé pour prendre la place des derniers humains. Dorénavant, je sers le maître. Tu ne feras rien de tel, coupa Poël. Tu exécuteras les ordres qu'on te donne et tu fileras droit jusqu'à ce qu'on ait la certitude que tu peux t'occuper du convertisseur. Note bien, le convertisseur et non le maître. Si tu ne nous donnes pas satisfaction, on te réduit en pièces détachées. À présent, si tu ne vois pas d'inconvénient, tu peux partir. Emporte ces données et tâche de les classer comme il faut. Cutie prit les graphiques qu'on lui tendit et quitta la pièce sans un mot. Donovan se renversa pesamment sur son dossier et passa les doigts épais dans ses cheveux. Ce robot va nous causer des tracas sans nombre. Il est fou allié. Le bourdonnement monotone de convertisseur atteignit un niveau sonore plus élevé dans la salle des commandes, d'autant que s'y mêlait le cliquetis des compteurs Geiger et le zézément erratique d'une demi-douzaine de témoins lumineux. Donovan s'écarta de l'oculaire du télescope et s'alluma les luxiles. Les trains d'onde de la station 4 a atteint Mars comme prévu. On peut interrompre le nôtre. Poel hocha la tête distraitement. Cutie est dans la salle des machines. Je lui signale d'accomplir la manœuvre. Regarde, Mike. Que penses-tu de ces chiffres? L'autre les consulta et siffla. Mon vieux, voilà ce que j'appelle de l'intensité en rayon gamma. Notre bon vieux soleil à la pêche. Hello. Ouais, répondit Poel avec humeur. Et on est mal. On est mal placé pour essuyer une tempête d'électrons. Notre faisceau terrestre se trouve sur son chemin probable. Il repoussa sa chaise de la table avec mauvaise humeur. Flûte. Dommage qu'elle n'attende pas l'arrivée de la relève. Mais il s'en faut de 10 jours. Descends tenir Cutie à l'œil, tu veux bien? Entendu. Passe-moi des amandes. Donovan cueillit au vol le sac qu'on lui lançait et se dirigea vers l'ascenseur. La cabine descendit sans à-coups et le déposa sur une étroite passerelle dans l'immense salle des machines. Il se pencha sur la rambarde. Les gigantesques générateurs tournaient. Des tubes L provenaient de bourdonnements bas qui envahissaient toute la station. Il aperçut la masse brillante de Cutie devant le tube L, martien, observant attentivement l'équipe de robots qui œuvrait de concert. Donovan se raidit. Les robots dont la taille était réduite par le voisinage du puissant tube L se rangeaient devant la tête courbée, tandis que Cutie les passait en revue. 15 secondes s'écoulèrent, puis avec un claquement qui domina le ronronnement puissant des machines, ils tombèrent à genoux. Poussant un cri rauque, il dévala l'escalier étroit et se précipita sur eux, battant l'air de ses poings, le teint aussi enflammé que ses cheveux. Que signifie cette comédie, bande d'idiots, sans cervelle? Occupez-vous de ce tube et vite. Si vous ne l'avez pas démonté, nettoyez et remontez avant la fin de la journée. Je vous coagule le cerveau au courant alternatif. Pas un robot ne bougea. Cutie lui-même, le seul debout à l'extrémité opposée de la rangée, gardait le silence, les yeux fixés sur le noir recoin de la machine qui se trouvait devant lui. Donovan poussa fort le robot le plus proche. Debout, hurla-t-il. Lentement, l'interpellé obéit. Son œil photoélectrique se fixa d'un air de reproche sur le terrien. Il n'y a d'autre maître que le maître, déclara-t-il, et QT1 est son prophète. Hein? Donovan sentit se poser sur lui 20 paires d'yeux mécaniques, et 20 voix au timbre métallique déclarèrent solennellement Il n'y a d'autre maître que le maître, et QT1 est son prophète. Je crains, intervint Cutie à ce moment, que mes amis n'obéissent désormais qu'à un être plus évolué que vous. C'est ce qu'on va voir, tonnerre de sort. Débarrasse-moi le plancher. Ton tour viendra, mais je m'occupe d'abord de ces gadgets ambulants. Cutie secoua lentement la tête. Je suis désolé, mais vous ne comprenez pas. Ce sont là des robots, c'est-à-dire des êtres doués de raison. Ils reconnaissent le maître, à présent que je leur ai prêché la vérité. Tous en sont là. Ils m'appellent le prophète. Il baissa la tête. Je suis indigne de cette distinction, mais peut-être. Donovan recouvra son souffle. Vraiment, n'est-ce pas admirable, n'est-ce pas édifiant? Maintenant permets-moi de dire quelque chose, cher babouin de fer-blanc. Il n'y a plus de maître ni de prophète. Que de beurre dans une machine à sous. Et pour ce qui est de donner des ordres, tu pourras repasser. Compris? Sa voix s'enfla. Hors d'ici. Je n'obéis qu'au maître. Au diable le maître. Donovan cracha vers le tube L. Voilà pour le maître. Fais ce que je vous dis. Si Cutie resta sans réaction, comme ses congénères, l'orme sentit la tension monter. Le rouge des yeux froids et fixes s'approfondit, et le robot parut plus raide que jamais.
Sacrilège, murmura-t-il, l'émotion lui donnant un timbre encore plus métallique. Donovan sentit pour la première fois la peur l'effleurer lorsque Cutty marcha sur lui. Un robot ne pouvait pas éprouver de la colère, mais ses yeux étaient indéchiffrables. Je suis désolé, dit-il, mais vous ne sauriez rester ici après cet incident. Poel et vous n'avez plus accès à la salle de commande ni à celle des machines. Un geste à la main, et deux robots saisirent le terrien chacun par un bras. Il eut le temps de pousser un cri inarticulé avant qu'on le soulève de terre et qu'on le transporte au sommet de l'escalier, à une allure dépassant nettement le petit galop. Grégory Poel arpentait le carré des officiers, les poings serrés. Il considéra avec dépit furieux la porte fermée, puis foudroya Donovan d'un regard amer. Pourquoi diable as-tu craché vers le tube L? Mike Donovan, rancogné dans son fauteuil, abattit ses bras sur les accoudoirs. Que voulais-tu que je fasse devant cet épouvantail électrifié? Je n'allais tout de même pas plier du genou devant un pantin articulé que j'ai assemblé de mes propres mains. Sans doute, convint l'autre amèrement. Mais te voici dans le carré des officiers avec deux robots qui montent la garde à la porte. Ce n'est pas plier le genou? Attends seulement qu'on rentre à la base, grâce à Donovan. Ils me le paieront. Ces robots doivent nous obéir. C'est le deuxième mois qui le dit. À quoi bon revenir là-dessus? Ils n'obéissent pas, c'est un fait. Il doit y avoir à ça une raison qu'on ne découvrira que trop tard. À propos, tu sais ce qu'il adviendra de nous quand on aura regagné la base? Paul s'arrêta devant Donovan et dévisagea furieux et le dévisagea et le dévisagea furieux. Quoi donc? Oh, rien. On ne réexpédiera jusqu'aux mines mercuriennes, mais pour 20 ans, ou au pénitencier de Cérès. Qu'est-ce que tu racontes? La tempête d'électrons se dirige droit sur le centre du faisceau terrien. C'est ce que je venais de calculer lorsque ce robot m'a tiré de ma chaise. Donovan pâlit soudain. Par Saturne. Et comme elle s'annonce gratinée, tu vois les conséquences sur le faisceau. Il va sauter partout comme une puce prise de démangeaison. Avec Cutie aux commandes, il se désaxera, puisse le ciel avoir pitié de la terre et de nous. Poel n'avait pas terminé sa phrase que Donovan, déjà avec frénésie sur la porte, le panneau s'ouvrit, et le terrien fonça dans l'embrasure pour se heurter durement contre un bras d'acier immutable. Le robot regarda d'un air distrait le terrien haletant qui se débattait. Le prophète vous ordonne de rester dans cette pièce. Obéissez, je vous prie. Il poussa, et l'autre recula en titubant tandis que Cutie surgissait pour faire signe aux sentinelles de s'éclipser, pénétrer dans le carré des officiers et refermer doucement la porte. Donovan, le souffle coupé par l'indignation, se retourna vers le nouveau venu. La comédie a assez duré. Tu nous le paieras cher. Allons, du calme, répondit le robot d'un ton léger. Cela devait arriver tôt ou tard. Comme vous le voyez, vous avez perdu tous deux vos fonctions. Je te demande pardon. Paul se leva avec raideur. Qu'entends-tu par là? Jusqu'à ma création, vous serviez le maître. Ce privilège est maintenant le mien. Et votre unique raison d'exister a disparu, n'est-ce pas évident? Pas tout à fait, répondit aigrement l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à présent? Cutie demeura silencieux comme perdu dans ses pensées, puis un de ses bras jaillit et enlaça les épaules de Poel. L'autre entraînit le poignet de Donovan et l'attira à lui. Je vous aime. Vous êtes des êtres inférieurs aux facultés de raisonnement déficientes, mais j'éprouve un réel sentiment d'affection pour vous. Vous avez bien servi le maître. Il vous récompensera. Maintenant que votre service a pris fin, vous n'avez plus longtemps à vivre. Mais vous recevrez le gîte et le couvert, tant que vous ne mettez les pieds ni dans la salle de commande, ni dans celle des machines. Il nous fiche à la retraite, Greg, s'écria Donovan. Je t'en prie, fais quelque chose, c'est trop humiliant. Écoute, Cutie, on ne peut pas supporter une telle situation. C'est nous les patrons. Cette station est l'œuvre d'êtres humains tels que moi, d'êtres humains qui vivent sur la Terre et d'autres planètes. Mais elle ne constitue qu'un relais d'énergie. Tu nais et puis zut. Cutie secoua gravement la tête. Cela vire à l'obsession. Pourquoi vous raccrocher à une vision aussi fausse de la vie? Étant donné que les non-robots ne possèdent pas la faculté de raisonnement, il reste toujours le problème de... Il s'interrompit et se plongea dans un silence pensif. Donovan murmura avec ferveur. Si tu possédais un visage de chair et de sang, je te réduirais en bouillie. Poel tiraillait sa moustache en plissant les yeux. Écoute, Cutie, si la Terre n'existe pas, comment expliques-tu ce que tu vois au télescope? Pardon? Le terrien sourit. Je t'ai coincé, hein? Tu as procédé à des observations télescopiques depuis qu'on t'a assemblé. Tu as remarqué que plusieurs points lumineux deviennent des disques lorsqu'on les observe de cette manière. C'est de cela que vous parlez, bien sûr, simple question de grossissement, afin de pointer le faisceau avec davantage de précision. Pourquoi les étoiles ne se trouvent-elles pas agrandies de la même façon? Les autres points, aucun faisceau n'est dirigé sur eux. Voilà pourquoi. Il n'est pas nécessaire de les grossir. Vraiment, Poel. Même compte tenu de votre esprit déficient, je ne comprends pas que vous puissiez vous laisser arrêter par des difficultés aussi triviales. Le terrien considéra le plafond d'un œil vague. Mais tu distingues plus d'étoiles au télescope, d'où viennent-elles?
Par Jupiter, d'où viennent-elles? Cutty parut agacé. Écoutez, vous croyez que j'ai du temps à perdre pour échafauder des hypothèses physiques afin de justifier des illusions d'optique dont nos instruments sont le théâtre? Depuis quand le témoignage de nos sens peut-il rivaliser avec la lumière sans défaut d'un raisonnement rigoureux? Un instant, Donovan se tortilla pour échapper à l'étreinte, amicale sans doute mais pesante du bras d'acier. Allons au cœur du sujet. À quoi sert le faisceau? On t'en donne une bonne explication logique. Tu peux le faire mieux. Tu peux faire mieux. Le faisceau, répliqua l'autre avec raideur, sont émis par le maître pour accomplir ses propres desseins. Il existe certaines choses, il leva les yeux dévotement vers le plafond, sur lesquelles nous devons nous garder de porter un regard indiscret. Dans ce cas, je ne cherche qu'à servir et non point à comprendre. Poël s'assit avec lenteur et enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Sors d'ici, Cutty, sors et laisse-moi réfléchir. Je vais vous faire renvoyer des vivres, dit aimablement le robot. Il ne reçut pour toute réponse qu'un gémissement et sortit de la pièce. Et sortit de la pièce. Greg murmura Donovan. On va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. On va s'arrêter là, les copains. Donc voilà. Cutie, le robot qui avait des problèmes avec les trolls et qui réfléchissait un peu sur son existence et tout ça, ne croit pas Greg, Donovan et Gregory Powell, il ne les croit pas comme quoi il l'aurait créé. Il ne croit pas à la Terre, que la Terre, que les Terriens l'aient créée. Il croit au maître, il croit que le maître est le convertisseur d'énergie qui se trouve sur Mercure. Il le considère comme son maître. Et donc il a pris le contrôle de la station, souhaite toujours nourrir Michael Eden parce qu'il ne peut pas briser, bien sûr, la troisième. Il ne peut pas briser la première loi, il ne peut pas faire de mal à un être humain. Donc voilà, on se retrouve toujours avec cette problématique des trois lois, ce robot qui pète un câble par rapport à des questionnements d'existence et tout ça. Et donc, voilà, voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour lire la fin de ce chapitre. C'était le chapitre 3, Isaac Asimov. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était cool. À plus tard. Merci à tous de suivre et j'espère que vous prenez aussi plaisir que moi à revivre ces aventures. Bisous bisous, plein d'amour.